Et puis là, je crois que j'ai eu peur parce que j'ai entendu en 1 minute 30 chimio, chirurgie radicale, pas d'enfant. Et je lui ai dit, par contre, c'est très simple, s'il n'y a pas de solution, je ne me soignerai pas. Ça veut dire que je le prendrai comme un signe du destin, je sais pas quoi. Donc s'il n'y a pas la fin de ma vie, c'est terminé, je laisserai le cancer gagner la partie, quoi. Mais je ne me S'il n'y a pas de solution, si je peux pas avoir un bébé. Oui. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Je pouvais pas, c'est le rêve de ma vie, en fait. J'ai trouvé la bonne hormonothérapie qui ne me donne plus de bouffées de chaleur et ne me donne plus l'impression d'avoir 95 ans. Et pour les douleurs articulaires, l'aloe vera, ça fonctionne. Et tu le prends encore ? Ah oui, j'en prends un verre tous les matins. C'est-à-dire que les dernières années, là, avant mon diagnostic, j'avais un regard très noir sur la vie. Je croyais plus en les gens. Parce que, sur mon parcours, j'avais eu affaire à quelques personnes qui m'ont pas épargnée. Et puis, de voir tous ces gens qui ont été là pour moi, au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont là ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Quel épisode tout plein de rire, de vie, de moments forts et denses, de sujets traités, mais mon Dieu, tout plein d'épreuves aussi. Chloé m'a dit off micro, mon parcours du cancer est un pipi dans la mer par rapport à tout ce que j'ai connu auparavant, mais finalement, j'étais bien armée pour affronter tout ça. La vie n'a pas épargné Chloé, et le cancer est venu marquer un trait sur tout son passé familial très compliqué. Un papa pervers narcissique qui a réussi à lui faire croire qu'elle n'était pas digne d'amour, qu'elle était nulle, un papa qui lui a fait perdre sa joie de vivre, qu'elle a enfin retrouvée. Et puis, il y a eu tant de schémas qui se sont reproduits. Il était temps que cela cesse. Le cancer est une épreuve que personne ne devrait vivre, mais il est venu sauver Chloé, qui allait droit dans le mur. À 35 ans, célibataire, pas d'enfant, le cancer vient s'inviter dans la vie de Chloé de manière hyper agressive. Il fallait faire vite et frapper fort après une annonce inhumaine. Je sais bien qu'il n'y a pas de super manière d'annoncer un cancer, mais par contre, il y a des manières pourries d'en annoncer un. Cette chire a été absolument ignoble, et si je pouvais trouver un mot plus fort, je l'utiliserais. Heureusement que Chloé avait l'humour comme arme, et aussi l'amour de son frère et de sa mère. Elle nous raconte son parcours du cancer et à quel point elle en a chié de ses chimios qui ont à peine réduit la taille de sa tumeur. En revanche, l'hormonothérapie est le traitement le plus adéquat pour son cancer, donc il n'est pas un instant question de l'interrompre, et je salue son courage sans faille parce qu'elle a eu la liste complète des effets secondaires. 20 kilos, les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires. La pauvre, elle était hyper mal, mais elle ne s'est pas découragée et après avoir changé 2 fois d'hormono, elle a enfin trouvé celle qui lui convient et c'est un message qu'on voulait faire passer ici. J'aurais pu appeler ce podcast « Changement ». Chloé a changé de centre hospitalier parce qu'après cette annonce, c'était pas possible de rester là. Elle a ressenti beaucoup de culpabilité. Elle a changé d'hormono, elle a changé de métier, elle a changé de maison. Bref, on peut parler d'une renaissance dans son cas. On était tellement prise dans le récit qu'on a oublié d'aborder la question de la mastectomie prophylactique qu'on mentionne au début du podcast. Elle n'avait pas de mutation génétique, mais elle s'est battue pour l'obtenir et ça a été une délivrance pour elle car elle avait des décharges dans le sein qui étaient sains et donc une peur permanente, invivable. Je ne fais certainement pas la promotion de la mastectomie prophylactique, mais je veux ici dire que c'est vraiment du cas par cas à voir avec son équipe soignante. Et on a oublié aussi de parler de la peur de faire une pause thérapeutique et donc d'arrêter l'hormono pour un projet bébé, qui est le plus grand rêve de sa vie. Donc elle travaille encore sur ce point-là et j'espère que je pourrai un jour l'accueillir sur le podcast avec un petit bébé dans les bras. C'est tout ce que je lui souhaite. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine.
Merci 1000 fois de m'accueillir chez toi. Enfin, chez toi, chez ta mère. Chez maman. Oui. Ouais. Enfin, chez vous, hein. Chez on nous, va dire. Ouais. Écoute, je suis ravie d'avoir fait la route. J'étais toute excitée, en fait, parce qu'on en parle depuis vraiment des mois, hein, de ce podcast. Ouais. Et il va être hyper dense parce qu'on a tellement de sujets à aborder. Je vais d'abord commencer par te demander de te présenter. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Chloé, j'ai 37 ans maintenant. Je suis pianiste de profession. J'ai quand même changé de métier tout récemment. Mais on va en parler justement, oui. Mais bon, je reste une musicienne dans l'âme de toute façon. Mon frère également, ma maman aussi, enfin voilà. Et j'ai donc été diagnostiquée à 34 ans d'un cancer hormonodépendant, stade 3. Voilà, donc j'ai eu droit à la totale. Ouais. Donc chimio, mastectomie, radiothérapie. Ganglionnaire. Curage axillaire aussi. Ouais. Ils étaient atteints, donc il fallait les enlever. Et 10 ans d'hormonothérapie. Ouais. Et en cours de reconstruction. Aussi. Et en cours de reconstruction, tu pensais ça aussi, on va en parler parce qu'il y a ce combat pour la mastectomie prophylactique et vraiment, c'était très important et c'était notamment une des questions pour l'épisode 100. J'avais demandé à des personnes de poser des questions et ça revenait souvent. Ah oui. Voilà, la demande pour quand on n'a pas la mutation génétique, est-ce qu'on peut avoir recours à une mastectomie prophylactique? Et donc, tu expliqueras ton combat. Alors moi, je dis quand même un petit quelque chose. Je t'ai repéré. C'est la première vidéo que tu as postée, qui est à pisser de rire, je dois vraiment le dire. Je me suis dit, cette fille-là, elle est vraiment à hurler de rire. C'était la vidéo de l'annonce, qui était vraiment très, très drôle. Et à la fois, je me disais, waouh. Ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. Est-ce que tu peux l'expliquer dans tes mots? Parce que, je la repartagerai, mais tu as tourné à l'humour une situation assez dramatique, quoi. C'est ça, oui. Parce que, moi, le diagnostic, je l'ai absolument pas vu venir. Et puis, je ne savais pas que c'était les chirurgiens qui annonçaient ça. Moi, c'était une chirurgienne, là, ou une chirurgienne. Une chirurgienne. En tout cas, elle n'avait pas l'air top. Hein. Non. Alors, peut-être que c'est une très bonne chirurgienne, hein, techniquement, mais en tout cas, humainement, zéro, quoi. Zéro pointé. Donc voilà, moi j'avais senti des boules dans mon sein et en fait, alors c'est là-dessus qu'il y a une énorme remise en question chez moi et cette culpabilité, ça vient de là, c'est que 1 an avant, j'avais senti des boules de l'autre côté. Oui. Et là, je me suis inquiétée tout de suite. Je suis allée passer une échographie, on m'a dit c'est rien, c'est des kystes, voilà. Et là, on m'a pas dit attention, par contre, continuez de vous surveiller et si jamais il y en a d'autres qui arrivent, vous revenez nous voir. Donc, 1 an après, en plein confinement, Covid, je sens une boule. En fait, il y en avait 2, mais moi, j'en ai senti qu'une de l'autre côté. Et puis, je me dis, c'est bon, je vais pas retourner passer une écho, ça doit être un kyste. Et puis, de toute façon, tout était fermé partout. Je me suis dit, de toute façon, j'aurai pas de rendez-vous, c'est pas prioritaire. Voilà. Et puis, j'y ai pu penser. Et de temps en temps, je le sentais quand je sortais de la douche et que je m'essuyais avec ma serviette, je sentais la boule et puis je m'en suis pas occupée, quoi. Et j'ai mis 6 mois, en fait. Ah oui, c'est un message important, en fait, quelque part. Mais oui, mais parce que tu étais restée sur le coup des kystes de l'autre côté, quoi, en fait. Je me suis pas inquiétée. À ton âge, voilà. Pour moi, le cancer du sein, ça concernait les femmes de 50 ans et plus, quoi. Et donc, tu as quand même été consultée parce que, t'as attendu 6 mois. Mais heureusement que ça a commencé à me faire mal parce que sinon, j'aurais jamais été consultée. Donc, les boules ont commencé à grossir et à durcir. En fait, j'avais l'impression d'avoir un bout de caillou dans mon sein. C'était tout dur. Oh. Et puis, ça a commencé à me faire mal. Et jusqu'au moment où, très, très mal, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se déchirait à l'intérieur. Et là, quand j'ai commencé à avoir vraiment mal comme ça, je me suis dit, non, mais là, il y a quelque chose, c'est pas possible. Donc, j'ai pris rendez-vous pour passer une écho. J'ai pas vu venir ce qui arrivait, quoi. Bon, même si ça a été très vite, en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, mais quelle gourde tu as été. Parce que mais non, mais quand le radiologue me dit, on fait une biopsie tout de suite maintenant en urgence, j'aurais dû... Peut-être que j'avais peur d'y penser, peut-être que j'étais dans le déni, je sais pas. Mais non, mais tu restes sur un souvenir de kyste et qu'ils ont minimisé. Et puis là, ils m'ont dit, vous avez rendez-vous dans 10 jours pour les résultats avec un chirurgien. Donc là, je me suis dit, je vais être opérée, ils vont m'enlever les kystes, quoi. Oui. Voilà. J'ai pas du tout vu venir ce qu'elle m'a annoncé. Bon, alors
c'est surtout qu'elle a rien pris du tout, quoi, on va dire, parce que c'était une annonce absolument terrible. Épouvantable. Oui. Mais je me permettrai de remettre cette vidéo parce que c'est quand même. Mais donc, ton arme fatale, quand même, c'est l'humour. Hein. T'as réussi. Oui, mais ça, c'est pour tout dans ma vie, c'est comme ça. Je le fais pas exprès. C'est ma manière de gérer les choses. C'est ce diagnostic, j'en ai pleuré pendant 2-3 jours. Et puis très vite, j'ai commencé à faire des blagues humour noir. J'allais très loin. Hein. Au début, ma mère, elle pleurait, quoi. Je lui faisais vraiment des coups pas. Mais moi, j'avais besoin d'en rire. Après, elle a compris, elle s'y est mise aussi. Ouais. Et puis, en fait, ce diagnostic, moi, je me suis pas rendu compte que c'était pas normal. Pas normal en fait. oui. Je me suis même pas posé la question. Et c'est quand j'ai commencé à le raconter que les gens me disaient, mais on t'a quand même pas parlé comme ça, on t'a pas dit ça comme ça. Et je dis, si. Et c'est avec les réactions des gens que j'ai vu que non, c'était pas normal. Oui, c'est ça, quand on arrive dans ce monde-là. Et puis, quand on m'a conseillé de partir au centre Oscar Lambret, et quand j'ai vu comment là-bas, on me parlait comment ils sont humains, là, j'ai compris la différence et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas normal du tout. Voilà. Tu m'as frappé dans ta vidéo. Bon, après, c'est vrai que c'est très, très... Enfin, la manière dont tu l'as fait, évidemment, 6 mois plus tard, c'est très drôle. Mais c'est même... Elle prend un coup de téléphone. Oui, elle l'a vraiment fait. Elle prend un appel pendant qu'elle t'annonce que tu as un cancer. Oui. Non, mais ça, c'est vraiment des fautes graves, quoi. Là, et puis le coup du dictaphone avec chirurgie radicale, j'en étais où? Elle revient en arrière. Vas-y, refais-le là maintenant. Elle était en train de... Parce que elle me balance le diagnostic, puis après, elle enregistre son compte-rendu dans son dictaphone. Mais devant moi. Devant moi. Épouvantable. Moi qui suis en train de pleurer, parce que avec ce que je venais de me prendre, elle venait de m'annoncer que j'avais à chimiothérapie, qu'il fallait aller très vite, qu'on pourrait pas... Elle me dit, on n'a pas le choix, c'est chirurgie radicale. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je lui dis, ça veut dire quoi, chirurgie radicale? Elle me dit, on enlève le sein, on peut rien sauver, là. Puis elle me fait, comme j'avais des petits seins, elle me dit, puis pour la reconstruction, vu que vous avez une petite poitrine, ils prendront un petit peu de graisse et voilà, ce sera très facile. Non, mais c'est surtout le compte-rendu devant toi. Voilà. Et puis elle me dit, vous aviez pas d'enfant, vous en vouliez? Je dis, oui, c'est le rêve de ma vie, en fait. Elle me dit, ça va être compliqué, vous allez aller voir quelqu'un pour tenter de sauver quelque chose. Pareil, moi je ne savais pas, on le sait pas, on n'en parle pas de ça, que en fait les traitements chimiothérapie, ça détruit la fertilité. Moi j'en avais jamais entendu parler. Donc je me suis pris ce parpaing. Et puis là, je crois que j'ai eu peur parce que j'ai entendu en 1 minute 30 chimio, chirurgie radicale, pas d'enfant. Et donc les larmes sont montées. Moi qui pleure pas facilement, là c'est sorti. J'ai commencé à pleurer. Et puis là, elle a sorti son dictaphone et elle a fait le compte-rendu devant moi en train de pleurer. Et il y a un coup de fil qui arrive, elle coupe le dictaphone, elle répond, voilà, et puis elle raccroche, elle fait « je sais plus où j'en étais », donc elle rembobine le dictaphone, et c'était au moment où elle disait « chirurgie radicale », donc j'entends... Elle replay devant moi, chirurgie radicale. Elle fait oui, hop, et puis hop. Mais c'est vraiment, la vidéo que j'ai faite, ça s'est vraiment passé comme ça en fait. C'est inhumain. Et donc changement d'hôpital, et là, ravie quoi. Je suis passée de l'extrême inverse à l'extrême inverse. Ouais. En fait, la chance que j'ai eue, c'est parti d'un grain de sable en fait. C'est-à-dire que en France, pour passer une écho, on doit avoir une prescription de son médecin traitant. Oui. Donc, au début, quand j'ai voulu passer l'écho, ma médecin était en vacances. Donc, je pouvais pas avoir de prescription. Et du coup, j'ai appelé un des meilleurs amis de mon frère, qui est chirurgien, et je lui ai demandé de me faire une prescription. Il dit pourquoi, donc je lui explique. Et je pense qu'il a senti ce qui arrivait. Et donc, c'est lui, il m'a appelé le jour où j'ai eu mon diagnostic. Il avait retenu que j'aurais les résultats ce jour-là. Donc, j'étais en larmes au téléphone. Je sortais de ce parpaing. Ouais. Et là, il m'a dit, viens à Oscar Lambret, je peux t'avoir un rendez-vous. Et j'étais embêtée parce que je lui disais, mais je peux pas leur faire ça. Ils m'ont déjà booké tous les rendez-vous. J'étais embêtée pour eux. Et bon, là, il m'a dit, t'inquiète pas, les rendez-vous, ils seront donnés à d'autres personnes, il n'y a pas de problème, ne t'occupe pas de ça. Il me dit, mais c'est bien voilà. Que tu soulèves ce sujet-là, parce que culpabilité de quitter un centre. Oui. Et là, en fait, je voulais absolument qu'on en parle, parce que tu parles de la possibilité, et quand ça va pas, il faut partir. Mais il faut être conscient que ça va pas. Pour moi... oui, mais bon. J'étais même pas encore dans la...
la réflexion là-dessus. Voilà, il m'a juste dit, j'étais vraiment très embêtée parce que je lui disais, mais ils m'ont pris tous les rendez-vous, je peux pas leur faire ça. Donc, avec ce qu'ils venaient de me faire. Et il m'a dit, écoute, je te force pas, viens rencontrer l'équipe. Viens rencontrer l'équipe et puis tu verras. Et donc, il m'a eu un rendez-vous avec le chirurgien qui me suit depuis le début. Donc, la même position médicale que la personne qui m'a diagnostiqué. Et puis là, je reçois la convocation, je vois que c'est un homme. Alors, je me dis, ça va être encore pire. Et puis, mais au moins, j'étais préparée cette fois-là. Et donc, j'arrive au rendez-vous. Et là, j'ai eu quelqu'un d'une gentillesse incroyable. Il m'a reçue pendant 1h30. Ouais. Il a pris le temps, en fait. Mais parce qu'en plus, c'est même pas qu'une annonce. Il y a la fertilité. Voilà. Il n'y a pas eu d'enregistrement de dictaphone devant moi. Il n'y a pas eu de remarques sur le fait que mes seins soient petits ou gros ou machin ou quoi que ce soit. Il a compris le problème de la fertilité parce que je lui ai demandé. En fait, je lui ai dit, on m'a dit ça. Donc là, il m'a expliqué. Et je lui ai dit, par contre, c'est très simple. S'il n'y a pas de solution, je ne me soignerai pas. Ça veut dire que je le prendrai comme un signe du destin, je sais pas quoi. Donc c'est la fin de ma vie, c'est terminé. Je laisserai le cancer gagner la partie, quoi. Mais je ne me soignerai pas. S'il n'y a pas de solution, si je peux pas avoir un bébé. Oui. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Je pouvais pas. C'est le rêve de ma vie, en fait. Oui. Bon, j'ai pas encore réussi à trouver le papa pour les faire, donc c'est compliqué. Mais Chloé. Mais du coup, mais je pouvais pas partir en soins en me disant bon ben tu vas détruire le rêve de ta vie pour survivre, en fait. C'est très compliqué comme choix à faire. Et qu'est-ce que là il t'a rassuré par rapport à des solutions Alors il m'a dit il y a 2 options différentes. Il m'a dit on ne sait pas encore laquelle on va pouvoir faire pour vous parce qu'ils attendaient encore des résultats de biopsie. Tout n'était pas arrivé, je crois. Je sais plus exactement. Mais pour faire une préservation de vos sites. Une dernière simulation. Donc c'était entre ça ou le prélèvement ovarien. Ah oui. Et il m'a téléphoné 2-3 jours après, j'ai plus l'exact espace-temps, mais il m'a téléphoné en me disant bon, je viens de recevoir les résultats définitifs et la stimulation hormonale, était trop dangereuse. En fait. Il m'a dit on ne peut pas parce que j'étais en réponse hormonale qui explosait les compteurs. Et il m'a dit donc on n'a pas le choix. Du coup, c'est prélèvement ovarien et on part en chimio le plus vite possible. Voilà. Et 15 jours après, j'étais en chimio. Ça a été très très vite. Et l'opération après alors D'abord la chimio. Quelle opération? La mastectomie, tu veux dire? Tout de suite la mastectomie. Non. Après. J'ai fait, donc tout de suite la chimio. Ils m'ont mis en chimio, néo-adjuvante, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai écouté ton épisode là-dessus. Donc j'ai compris plein de mots qu'il y avait dans mes comptes rendus. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Du coup, non. Alors ils m'ont dit que on faisait la chimio tout de suite pour tenter de réduire les tumeurs. Oui. Ça c'est quand on doit agir vite. Stopper la propagation. Oui. Et ça n'a pas marché. Donc, je me suis pris 3 taxotères prévus, mais j'en ai eu que 2 parce que la dernière, j'étais dans un tel état qu'elle a été annulée. Je me souviens plus de ça, en fait. Ouais. Je suis arrivée pour ma dernière chimio, en boitant, avec les ongles tout noirs, flingués par le taxotère. Enfin, c'était donc, l'horreur. c'était taxotère, c'était pas EC, toi, en fait? Si, 3 EC d'abord. Oui. Et ensuite, 3 taxotères. OK. Et je suis arrivée à la 3e taxotère, donc 6e chimio. Et là, ils m'ont dit, ils avaient refait des examens. Et en fait, parce que les tumeurs cumulées, ça faisait 9 cm dans mon sein quand même. Donc c'était, en fait, mon sein gauche était devenu une grosse tumeur, quoi. Une boîte à tumeurs. Et elles n'avaient pas diminué. Malgré tout ça, elles avaient perdu 2-3 mm, je crois, sur 9 cm. Donc il n'y avait pas une bonne réponse, quoi. Voilà, donc pas de réponse à la chimio. Et c'est très drôle parce que quand ils m'ont annoncé, j'arrivais pour la dernière, donc j'étais... je pense qu'on a toutes vécu ça très angoissées quand j'arrivais pour la chimio parce que une fois qu'on a fait la première, on sait comment on va se sentir. Donc j'étais d'une humeur massacrante chaque fois que j'arrivais pour la chimio parce que je voulais pas y aller en fait. J'avais pas envie de passer par cette horrible semaine qui suit. Ouais. Oui. Et puis bon, au départ c'est une semaine, puis après c'est 10 jours, puis après c'est de plus en plus long à chaque fois. Voilà, et donc là, on m'annonce que ils ont décidé, en raison des résultats sanguins qui étaient vraiment très mauvais et des mesures de tumeur, donc on me dit, en fait, on va pas pouvoir faire la chimio aujourd'hui. Donc là, je fais non, c'est la dernière, je veux la faire, je veux pas la repousser, on y va quoi, on y va. Et là, ils me disent, non, mais en fait, on va pas la repousser, on va pas la faire du tout. Là, j'ai hurlé de joie. Mais tu savais pas que tu n'avais pas encore eu une bonne réponse. Non. Ouais. Et puis en fait, mais vraiment, ça a été un réflexe tout de suite. Je fais oui,
Et puis alors là, mais en me disant, ça y est, c'est fini, quoi. La chimio, c'est fini. Et puis là, je m'arrête. Et puis je fais, mais attendez, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, en fait. Et puis là, ils me disent, bah non, c'est pas que c'est pas une bonne nouvelle, c'est que ça nous en apprend plus sur votre cancer, en fait. C'est que là, on apprend que ça répond pas à la chimio. Et puis j'ai eu le contre-coup après de me dire, en fait, là, en 3 mois de temps, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils, mon autonomie, tout, mon énergie, mon appétit, tout, mon boulot, ma vie sociale, tout, pour rien, en fait. Ça n'a pas marché. Et donc, j'ai eu un contre-coup après en me disant... Mais là, on a enlevé le sein à ce moment-là. Et puis, tu as continué avec les Taxol, alors? Non. Terminé, plus de chimio. Ah, tu vois, j'avais... Non, ils m'ont dit, en fait, chez vous, la seule solution, c'est la mastectomie. Oui. On n'a pas le choix. Et ce qui marchera vraiment bien, c'est l'hormonothérapie, en fait. Oui. Donc, tu avais un cancer qui répond mieux à l'hormono, en fait. Oui. Ouais, ils m'ont dit que c'était... chez moi, c'est la meilleure réponse. Et je pense que c'est pour ça qu'ils me l'ont prescrite pour 10 ans, du coup. Ouais. J'imagine. En raison de l'âge, puisque j'avais 34 ans et pas 50. Et certainement alors j'ai pas les chiffres en tête, moi je comprends pas tout dans leur Non, mais c'est vrai qu'il y a des cancers qui répondent mieux à la chimio, il y a des cancers qui répondent mieux. Alors on n'est pas médecin là, donc on va pas dire ça ici, mais voilà, on l'entend. Et du coup évidemment l'hormono, toi c'était même pas c'était non négociable. C'était non négociable. Voilà, c'est ça. Mais alors je regarde mes petites notes. Est-ce que tu veux justement en parler de cette hormonothérapie parce que tu as été vraiment tu as de nouveau un message important. Oui. Premier message, on peut changer de centre, on peut changer de médecin sans culpabilité. Tu l'as ressenti, la culpabilité. Deuxième message, on peut changer d'hormono, quoi. Donc, on est dans les changements là. Mais en fait, il n'y a que des changements parce que tu as changé de vie aussi. Tu as changé de maison. C'est ça. Tout en fait, c'est vraiment un podcast de changement. Hormono, un petit mot sur le changement. Alors là, oui, il faut vraiment le savoir. Enfin, j'espère que... Alors, moi, j'ai eu la première hormono. Ils m'ont prescrit l'hormono de cheval, on va dire. C'était la double hormonothérapie. J'avais des cachets à prendre tous les jours et une injection tous les mois. Oui. Pour être sûr de vraiment fermer la boutique, quoi. Oui. Et j'avais très très peur des effets secondaires, tout ça, parce qu'évidemment j'avais fait l'erreur d'aller googler tout ça, donc j'avais surtout pas. Voilà, l'erreur à ne pas faire. J'avais peur de la prise de poids, j'avais peur des bouffées de chaleur qui commençaient déjà avant. Elles ont commencé en fin de chimio, en fait. Mais, oui, ça c'est souvent le cas. À partir du moment où j'ai été ménopausée, puisque la chimio m'a ménopausée. À partir du moment où j'ai été ménopausée, j'ai commencé petit à petit à gonfler. C'est là que la prise de poids a commencé. Et à avoir des suées, mais très handicapantes. Vidéo que tu avais faite. C'était horrible. Ah oui, fait une vidéo. Mais vraiment, ça me prenait toutes les 10-15 minutes, c'est horrible. Jour et nuit. Et je devenais rouge en 2 secondes, quoi. Et puis je me mettais à transpirer, mais j'étais pas bien, quoi. Puis les premières fois, on se demande ce qui nous arrive. Je savais pas ce que c'était qu'une bouffée de chaleur. Là, Donc voilà. Donc j'ai commencé cette double hormono, et puis je me suis dit, on va voir avec le temps. Donc les premiers mois, ça allait pas trop mal. Et puis je pensais que j'étais encore dans les effets post-chimio et puis que ça allait se tasser. Puis en fait, mois après mois, ça s'est empiré, jusqu'au 11e mois. Donc c'était l'été suivant où là, j'étais chez mon frère qui vit dans une ville où il y a beaucoup d'escaliers, très vallonnés. Et j'arrivais plus, en fait. Je pouvais même plus monter ou descendre les escaliers. Enfin, descendre surtout, en fait. C'était descendre les escaliers. Je te voyais, tu persévérais, tu vois, et on comprend maintenant, parce qu'on t'a dit que c'était vraiment le traitement qui allait te sauver. Bah oui, donc en même temps, je me disais, je peux pas. Si j'arrête, je meurs. Donc, qu'est-ce que je fais ? On trouve on essaie de trouver des solutions, quoi. Mais là, j'ai... Puis, en fait, pareil, je pense que j'avais encore du mal à ce moment-là à m'écouter, à vraiment me poser des questions. C'est parce que j'étais chez mon frère avec ma mère et qu'ils m'ont vu, tous les deux, ils m'ont vu dans un état catastrophique, à mettre 1 heure à me lever le matin parce que rien que poser les pieds par terre, c'était douloureux. Femara. C'était létrozole et les piqûres... Décapeptyl, oui. Non, c'était pas ça. Comment ça s'appelait ? Énantone.
Ok, donc tu étais inhibiteur de l'aromatase, voilà, quoi. C'est ça, oui. oui. Et puis là, ma mère et mon frère, ils m'ont dit, mais tu peux pas rester comme ça, en fait. Là, ça va pas, il faut que t'en parles à... Moi, j'aurais même pas osé dire à mon centre, écoutez, là, vraiment, ça va pas, quoi. Je me disais, j'ai pas le choix, j'ai bien de la chance d'être encore là. Qu'est-ce que t'en as retiré aujourd'hui, en fait, de dire, de pas oser en parler, tu vois? Parce que c'est comme changer de centre, au début tu voulais pas, et puis... En fait, tout ça, je pense qu'on va en arriver à l'origine du problème. Donc on fait déjà un petit teasing. Maintenant ou on dévie plus tard? Mais on va... Ouais, c'est ce que le cancer t'a permis de comprendre. Oui. On va en parler très bientôt. Mais du coup, j'ai pété un plomb. Voilà, j'ai envoyé un mail à mon oncologue parce que c'était l'été. Je me suis dit, allée peut-être en vacances. Voilà. Et là, j'ai dit, j'en ai publié d'ailleurs un extrait sur mon Instagram. J'ai dit, j'en peux plus en fait. Stop. Là, ça fait 11 mois. J'ai vraiment pris sur moi. Je me suis dit que mon corps s'habituerait. Et en fait, non, c'est de pire en pire. Ouais. Et là, je peux plus, quoi. Je peux plus. Et je lui ai écrit, tant pis, je prends le risque d'une récidive, mais là, je ne peux plus, j'arrête ce traitement, c'est plus possible. Et elle a été très, très à l'écoute. Elle a compris. Elle m'a répondu tout de suite et elle m'a dit, faites une pause, là, passez votre été, stop. Et puis, on se revoit en septembre et on va essayer une nouvelle d'autres solutions. Quoi. Voilà. Et comme quoi, c'était bien ce traitement qui me flinguait parce que 1 mois après, l'arrêt. Ouais. Mais j'ai commencé à me sentir mieux. Et j'ai commencé à réussir à remarcher normalement. Et puis, plus de bouffées de chaleur. Et voilà, et je revivais, en fait. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel enfer. En fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Oui, donc après, elle m'a fait essayer le tamoxifène. Mm-hmm. Là, au bout de 2-3 mois, j'ai senti que ça a recommencé. Je recommençais à avoir des bouffées de chaleur. J'ai commencé à avoir un peu mal partout. Et donc là, je lui ai dit, on va pas attendre 1 an que j'en puisse plus. Est-ce qu'on peut... Ce qu'elle m'avait dit, il y a 2 autres alternatives. Nolvadex, donc, alors. Voilà. Ouais. Je lui dis, est-ce qu'on peut essayer la 3e, quoi. Oui. Et la 3e, donc le Nolvadex, ça a changé ma vie, quoi. C'est très curieux parce que j'ai vu que c'est du tamoxifène aussi. Oui, mais les excipients sont un peu différents. Donc, et c'est un message... vraiment un message d'espoir, en fait, parce qu'il y a tellement de personnes qui arrêtent, évidemment. Il faut essayer. Il faut au moins essayer. Vraiment et moi, essayer, quand j'ai pris le Nolvadex, je me suis dit, bon, je le fais pour pouvoir dire que j'ai tout essayé, mais j'étais persuadée que ça ferait aucune différence. Parce que quand j'ai vu sur la boîte que c'était du tamoxifène, je me suis dit, qu'est-ce que ça va changer? Et en fait, le fait que ce soit... Moi, je dois prendre une pilule toutes les 12 heures, en fait. Donc, c'est une le matin, une le soir. Ah! Voilà. Ou tu la coupes en 2? Non, je la coupe en 2. T'en as 2 par jour? 2 par jour. Ah oui. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que la dose est divisée en 2? Mais est-ce que c'est la même dose que l'autre, mais simplement elle est divisée en 2? Oui. Ah, ok. Ouais. Oui, et ça a changé ma vie. Mais t'es pas la première, hein. Il y en a pas mal qui sont passés du tamoxifène au Nolvadex. Et voilà. En fait, le message aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on essaye plutôt que d'arrêter, quoi. Oui. Et vraiment, là, c'est le jour et la nuit. Ah, mais incomparable. Ça n'a rien à voir. Et tous tes effets sont partis ou t'as quand même encore des petits effets? Alors, les bouffées de chaleur, ça n'a pas, c'est pas revenu. Moi, j'en ai une toute petite parfois, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec avant. Par contre, les douleurs articulaires étaient plus importantes. C'est une nette amélioration. Nette amélioration. Alors après avoir tout essayé, hein, j'ai fait de l'acupuncture, je suis allée voir un naturopathe, même un magnétiseur, parce que j'étais prête à tout essayer. Et du sport. Du sport. Enfin bon, après, tu vois, j'ai un gros chien, donc promenade tous les matins, tous les soirs. Enfin, je bouge déjà. Et en fait, c'est une infirmière de mon centre qui m'en a parlé, et je la remercierai jamais assez. C'est de boire du gel d'aloe vera. Alors, elle m'en a parlé pour la perte de poids et en effet, ça m'a aidé vraiment à dégonfler. Et je me suis rendu compte en le prenant que je n'avais plus mal aux articulations. Et j'ai fait le test ensuite, quand j'ai arrêté d'en boire, j'ai mal. Donc du coup, j'ai trouvé la bonne hormonothérapie qui ne me donne plus de bouffées de chaleur et ne me donne plus l'impression d'avoir 95 ans. Et pour les douleurs articulaires, l'aloe vera, ça fonctionne. Et tu le prends encore? Ah oui, j'en prends un verre tous les matins. Quand j'arrête de le prendre, ça va pas. Et c'était OK? Ton oncologue était OK avec ça? Il y avait pas de... déjà, si c'est une infirmière du centre de cancéro qui m'en parle... Comme quoi, chacun a ses solutions, en fait. Hein. Et puis... Et t'as réussi à perdre du poids, donc, parce que t'avais pris... Oui, alors j'avais pris 20 kilos. Ma pauvre. Tu vois, ça, d'ailleurs, j'ai entendu ça sur ton podcast, ton épisode... avec Marie. Qui était passionnant avec les gens de l'Institut du Sein. Ah oui, avec Krishna et Anne Sabaïla. Mais il y a un truc que j'ai très mal pris.
Pas de ta part, hein, mais du monsieur, là, Dr Krishna, qui dit que non, il y a pas de prise de poids avec l'hormonothérapie. Je sais plus comment il dit ça. Non, en fait, si les femmes font attention, elles vont pas prendre 20 kilos. Non, et là, non, je me suis dit, écoute, mon coco, soit je suis un contre-exemple qui confirme la règle, mais moi, je me suis pas mise à enchaîner les burgers frites. J'avais tout enlevé. J'ai enlevé le pain, le sucre, les desserts, le machin. J'ai tout enlevé et j'ai continué de grossir. À gonfler, ouais. Non, ce qu'il terrible, disait, ça. Vraiment, c'était... c'est très, très dur. C'est hyper dur. Ouais. Mais ce qu'il disait, c'était plutôt... Il y a une potentielle prise de poids. Oui. Et donc, si vous avez tendance, il préfère en parler d'entrée de jeu pour que la femme se surveille déjà. Mais voilà. Mais là, en attendant... Et ça, c'est tellement dur aussi. Après alors tous là, ces traitements, c'est la triple peine, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... On perd ses cheveux, on perd ses seins, on perd son indépendance, son autonomie. Et en plus, on se prend 20 kilos dans la tronche. Et puis tous les gens qui vous disent oui mais bon t'es en vie, c'est pas grave hein. Moi j'ai l'impression d'avoir l'air d'un monstre en fait. Donc si c'est grave, enfin pour moi c'est grave en fait. C'est dur. Et puis de gonfler comme ça alors que je mange vraiment pas beaucoup, pas plus qu'avant, mieux qu'avant, des produits frais, tout ça. Puis je gonfle quoi. Enfin, mais là, quand est-ce que ça va s'arrêter? tu les as perdus avec le... Alors, j'ai pas tout reperdu. Là, ça fait un petit moment que je me suis pas pesée, mais la dernière pesée, j'étais à moins 13, donc il me restait 7 kilos à perdre. Et là, ça doit être à peu près... Il doit m'en rester 5-6 à perdre, là. Mais ça, c'est grâce à ce gel ou c'est le changement de molécules Alors, aussi. moi, je pense que tout a joué. Voilà, il y a le gel d'aloe qui a aidé, le changement d'hormonothérapie. Ouais. Je vois quand même un lien très curieux, mais j'ai commencé à gonfler à partir du moment où j'étais ménopausée, en fin de chimio. Donc là, j'étais pas du tout en hormonothérapie. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai pu mes règles, j'ai commencé à grossir. Et avec la 3e hormonothérapie, mes règles sont revenues. Ouais. Et évidemment, pouf, je commence à dégonfler. Comme par hasard. Donc, je pense qu'il y a un lien avec ça, en fait. Je pense qu'il y a un lien avec ça. Mais c'est bien que tu le dis. Enfin, c'est vraiment, moi, je trouve c'est super. Et j'avais invité Marie, là, qui a parlé de cette perte de poids aussi drastique sous hormonaux. Oui, il y a un lien. C'est complexe, hein, tout ça. Hein, mais c'est beaucoup de peine, hein. Triple peine, double peine. Enfin, c'est beaucoup. Voilà. Après, on finit par s'en remettre. Et puis, aujourd'hui, ça va mieux. Voilà. Mais bon, quand on est dedans, c'est dur. Alors, changement de centre, changement d'hormonothérapie, changement de maison aussi. Oui. Raconte. Je vais essayer de résumer ça très vite. Quand j'ai été diagnostiquée, je vivais seule. J'étais célibataire depuis 2-3 ans à peu près, je ne sais plus exactement. Et j'avais acheté ma petite maison que j'avais repeinte, redécorée, tout ça. Bon, mais en fait, vraiment cette maison, elle m'a porté la poisse. À partir du moment où j'ai eu cette maison, il m'est arrivé que des aventures vraiment pas sympas, quoi. Donc, déjà, je me suis séparée. Et alors, jour pour jour, j'ai été diagnostiquée un 13 novembre. 13 novembre 2020, et 2 ans avant, 13 novembre 2018, je me fais un gros claquage en plein cours de sport. Mon mollet s'est déchiré. J'en ai fait 3 mois de béquille, 9 mois de rééducation pour remarcher normalement. Voilà. Et puis, donc j'avais déjà dû à l'époque venir vivre ici, chez ma mère, parce que quand t'es en béquille, tu peux plus promener ton chien. Et c'était juste à côté, ta maison. Oui, c'était dans la même ville qu'ici. C'était à 5 minutes en voiture ou 10 minutes à pied. J'étais dans le centre-ville, moi. Donc, déjà, à l'époque, maman m'avait embarquée ici pour promener mon chien et puis m'aider parce qu'en béquille, moi, c'était une maison étroite et haute avec des escaliers partout. Donc, ça n'allait pas. Donc, voilà. Et pouf, 13 novembre, 2 ans plus tard, cancer, voilà. Donc, et j'ai été très, très malheureuse dans cette maison. J'étais très déprimée. Alors, c'est ça aussi que je veux dire. Alors, je sais pas si tout le monde va comprendre, mais le cancer, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. J'ai envoyé un mot j'ai pris le temps d'écrire à tous les gens qui ont été là pour moi. Je leur ai envoyé un grand mot, pas un petit. Une belle lettre qui a ému tout le monde, j'imagine. Oui, apparemment, on m'a dit qu'il y avait eu des pleurs. Dans cette lettre, je leur dis que ils m'ont tous redonné quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. C'est l'espoir et c'est la foi en l'humain. C'est-à-dire que les dernières années, là, avant mon diagnostic, j'avais un regard très noir sur la vie. Je croyais plus en les gens
Parce que, sur mon parcours, j'avais eu affaire à quelques personnes qui m'ont pas épargnée. Et du coup, j'étais très déprimée. Et en même temps, je sentais qu'il faudrait que je m'en occupe, mais je m'en occupais pas vraiment. Puis je me disais de quoi tu te plains. Parce que quand on te voit comme ça, t'es tellement souriante, tu rigoles tout le temps, t'étais pas du tout comme ça juste avant. J'avais ça en façade. J'ai toujours aimé rire, j'ai toujours, mais quand je rentrais chez moi, j'étais vraiment pas bien du tout. J'avais vraiment des idées noires, j'étais pas bien, quoi. Et j'allais droit dans le mur, hein, clairement. Ce cancer, il m'a obligée à m'arrêter. Oui. Et t'occuper de tout ce qu'il y avait à résoudre. D'arrêter de faire passer tous les gens avant. Et puis de dire, maintenant, il va falloir que je m'occupe de moi, en fait. Et puis de voir tous ces gens qui ont été là pour moi. Au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont là ? En fait, il y a des gens bien. Mais est-ce que c'est aussi, il y a des gens qui m'aiment, en fait, c'est ça ? Oui, voilà. C'était ça. Et j'ai pas compris au début. J'ai pas compris. Je me disais, mais pourquoi elle est là, elle ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi lui, il est là ? Et voilà. Et du coup, tous ces gens qui ont été là et qui sont toujours là pour moi, il y a eu des très, très belles découvertes, en fait. Des gens que je pensais vraiment être de simples collègues. On se croisait, bonjour, au revoir. Puis non, c'était pas des simples collègues. C'était beaucoup plus que ça et je l'avais pas vu. J'en étais pas consciente. Mais est-ce que tout ça, c'est beau quand même. Mais c'est magnifique. Mais est-ce que tout ça vient, maintenant on en arrive à ça, à tout ton passé, en fait, et tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu ? On peut. Après, je vais pas sortir toute l'historique parce que là, on peut faire 10 épisodes. C'est ce que j'allais dire. La série de Chloé. Oui. Mais je vais essayer de résumer, c'est difficile. Mais tu sais, je trouve que c'est important que, c'est un cadeau que tu nous fais d'en parler. Et puis il y a eu des histoires similaires, tu vois, voilà. Après, on a tous nos parcours de vie, hein, donc. Mais si j'essaye de résumer, j'ai grandi avec un papa malade dans sa tête. Alors, des gens disent pervers narcissique, d'autres disent paranoïaque, d'autres disent les deux. Après, le nom qu'on lui donne, je m'en fiche un petit peu. Mais bon, le dégât était là. Voilà, j'ai grandi avec un homme qui hait les femmes et qui nous l'a fait savoir. C'est-à-dire que j'ai grandi avec un papa qui me disait, dès l'âge de 3-4 ans, que j'étais moche, que j'étais nulle, que j'arriverais à rien, que jamais personne ne m'aimerait. Que voilà. Et quand on vous serine ça pendant 15 ans, vous finissez par le croire. Bien sûr. Voilà, donc Et à ta maman aussi, alors. Ah oui, à ma mère aussi. Alors après, mon frère, c'était autre chose, parce que mon frère, c'était un garçon. Donc mon frère, il le haïssait pas. Et c'est ça qui est incroyable. Mon frère et moi, on s'adore depuis sa naissance. On est très, très proches. Et mon père a essayé de détruire ça, et ça, il n'a pas réussi. Donc ça, c'est bien. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'adore mon frère et que je ne l'ai jamais détesté, alors qu'il y avait clairement une différence de traitement entre nous deux. Mais je l'ai toujours aimé à la folie et j'ai toujours aussi voulu essayer de le protéger. Et lui aussi, il essayait de vous protéger. Oui. Voilà. Enfin, pas au début parce c'était le plus jeune, donc il avait peur en fait de s'interposer, de dire non, de dire stop, voilà. Donc et puis bon, un jour, il nous a bien rendu service en arrêtant de nous parler, c'est très bien. Et voilà. Ton frère, non, mon père. Ah, ton père, ok, oui. Ouais. En fait, le jour où on a commencé à réaliser le mal, c'est moi en fait qui ai tapé du poing sur la table, qui dit maintenant ça suffit, stop. À quel âge ? J'avais 15 ans. Et puis là, sa réaction, ça a été de dire mais tu es une fille, tu n'as rien à dire, tu te tais. Et puis moi, je voulais discuter avec lui. Je dis mais pourquoi en fait ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Je n'ai pas à me justifier. Je suis le père, j'ai tous les droits, voilà. Enfin bref. Et puis si t'es pas contente, puisque c'est ça, je te parle plus. Je dis vas-y, tu me parles plus. Enfin, je m'en fous en fait. Surtout dégage. Voilà. En fait, et puis après, j'attends tes excuses. Je dis tu peux attendre. Moi, m'excuser d'avoir été maltraitée pendant 15 ans. Non, mais voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, il a fini par faire pareil à mon frère, le jour où il s'est rebellé, en fait. Mais en fait, il nous a rendu service. Alors, on était à la ramasse. Hein. Là, tu nous vois maintenant, on rit. Voilà. Et il a quitté la maison, alors. Il a fini par quitter la maison, donc ça, heureusement. C'était le plus beau, c'était pas cette maison-ci. Hein. Du coup, de toute façon, on n'aurait jamais eu envie de rester dedans parce qu'il y avait trop de mauvais souvenirs. Ouais. Donc voilà. Et puis, on s'est reconstruit à 3. Et là,
encore une fois, par le rire. En fait, on a nos premières vacances à 3. Je pense qu'on avait besoin de sortir. Mais est-ce que je peux te poser une question ? Vous avez été, c'était une renaissance, quoi. C'est ça, complètement. Une reconstruction. Là encore. À vous 3 en plus. Ouais. Quoi. Et voilà. Et puis changer après, de maison. Ma mère a c'est magnifique que vous soyez. Maison. Alors après, moi, juste après, je suis partie faire mes études. Donc, je suis partie en Angleterre. J'ai vécu à Londres pendant 5 ans. J'ai fait mes études là-bas. Et donc, je me suis mise à fond dans les études, la nouvelle ville, voilà. Mais encore une fois, j'ai fui le problème. Je m'en suis pas occupée. Parce que ces 15 années de maltraitance psychologique. Voilà, les dégâts étaient là, en fait. Les dégâts, ils étaient là. Et donc, je suis tombée sur des petits copains pas super. Un peu m'ont maltraité, en fait. Ouais. Ben oui, psychologiquement, hein, personne m'a tapé dessus, mais tu reproduisais, en fait. Je reproduisais sans m'en rendre compte. Et à chaque fois, je disais, vraiment pas de bol, hein, encore un. Bon, au bout de plusieurs, là, on se dit, c'est peut-être moi qui ai un problème, en fait. Voilà, donc après, le dernier échec. Là, je me suis dit, maintenant, c'est fini. En fait, il n'y en aura plus un qui m'aura. Donc maintenant, hop, terminé. Je veux plus entendre parler d'un seul mec. C'est stop. J'y arrive pas. Manifestement, j'y arrive pas. Et c'est le moment où j'ai emménagé dans cette maison et où, voilà, je me suis pété le mollet. Je déprimais. Je voyais tout en noir. Enfin bon, c'était pas très, très joli. Et du coup, voilà, la maladie m'a obligée à vraiment balancer la table, quoi. Tout remettre en question. Mais avec une aide psychologique. Ah oui, c'est ça, parce que il fallait remettre de l'ordre dans tout ça quand même. Ça. Ben, en fait, alors, mais tu avais jamais analysé tous ces mécanismes de maltraitance et tout ça? Si, mais je me disais, maintenant que j'en suis consciente, ça va aller, quoi. Et puis, non, ça n'allait pas, en fait. Donc bon, c'est tout. Et puis je me souviendrai toujours de la l'oncopsychologue qu'on m'avait attribuée, entre guillemets, que j'adore d'ailleurs, que je vois toujours, qui m'a appelée pour la première prise de contact, puisqu'on était en Covid, plan Covid et tout ça. Et puis qui m'a dit, à qui j'ai dit, écoutez, en fait, j'ai pas vraiment besoin de votre aide pour gérer le cancer, parce que ça. C'est jamais juste pour qui que ce soit. Je veux dire, pas de bol, ça me tombe dessus, c'est comme ça. Maintenant que je sais qu'a priori, je vais pas en mourir, je vais passer des moments difficiles, mais bon, ça va aller, mes cheveux, ils repousseront, un sein, ça se reconstruit, c'est pas grave. Mais c'était toutes les casseroles. Mais par contre, si on pouvait s'occuper de la traînée de casseroles, là, derrière moi, ce serait cool. Donc, elle a accepté. Et puis, au final, bien sûr que que j'avais besoin d'aide pour gérer le cancer. Il y a des fois où je suis arrivée, quand j'ai appris le décès d'une amie qui s'appelle Capucine, qui d'ailleurs m'avait dit, le soutien psy, il faut absolument que tu le fasses. Elle avait bien raison. Et quand j'ai appris son décès, je suis arrivée en larmes. Et puis, voilà. Parce que c'était une situation un peu similaire aussi. Elle oui, avait fait en fait, je me suis dit, comme elle avait 2-3 ans d'avance sur moi dans le parcours, quelque part, je me suis dit, dans 2-3 ans, voilà ce qui m'attend, quoi. Mais bon. Chloé, tout ça, c'est. Tu es toujours en travail, en thérapie, on va dire, avec elle. Oui. Et là, tu sens que tu as vraiment déblayé. Alors, c'est très, très drôle parce que tout le monde me dit, mais waouh, t'es resplendissante, tu rayonnes, je sais pas quoi. Moi, quelque part, je sens que ça va mieux, beaucoup mieux. Oui. Je vais beaucoup mieux qu'avant la maladie. Alors là, ça, c'est sûr. Mais je sens qu'il y a encore des choses qui sont pas réglées ou des blocages. Par exemple, mon oncopsie, elle me parle beaucoup de réussir un jour à refaire confiance à un homme. Et ça, clairement, je sens que pour l'instant, je peux pas, quoi. Alors, je me cache un peu derrière l'excuse du cancer, évidemment, en me disant... parce que le dernier, là, c'était aussi quelqu'un qui était assez... une mauvaise personne, quoi. Il en avait pas l'air comme ça, mais oui, il m'a bien piétiné quand même. Donc bon, c'est tout, mais... Tu sens que ce serait difficile de refaire confiance Oui, c'est très bizarre parce que, tu vois, là, on enregistre ce podcast, j'ai aucun problème à parler de la maladie, à parler de mon parcours. Je demande que ça, d'aider à sensibiliser à la prévention, faire sauter les tabous, tout ça. Je peux en parler avec des gens que je connais absolument pas, j'ai aucun problème, j'ai créé la page Instagram, voilà, bon. Et par contre, je me dis, si un jour je rencontre quelqu'un, je peux pas lui dire, je peux pas. Je pourrais pas lui parler du cancer, c'est ça que tu dis? Oui, j'ai un blocage là-dessus, en fait. Et puis je me dis en même temps, je peux pas le cacher parce que déjà je déteste mentir. De toute façon, je suis quelqu'un de très 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 droite et très très franche, parfois trop. Mais je me dis de toute façon, il va bien finir par les voir les cicatrices.
Et puis, de toute façon, il va me voir prendre mes cachets tous les matins et tous les soirs. Donc, tu pourras pas, en fait, ne pas en parler. Comment tu expliques ça? Eh bien, je sais pas. On travaille là-dessus avec la psy. On n'a pas encore trouvé le... Alors, la psy, elle me dit que c'est des peurs que j'ai comme ça, mais que quand on tombe sur la bonne personne, y a pas de problème, en fait. C'est intéressant que tu dises. Mais parce que c'est aussi... Enfin, voilà, t'es célibataire. Ouais. J'ai pas eu beaucoup sur le podcast... Oui, c'est quand même célibataire, mais très bien entourée quand même. Ben, voilà. Bien sûr. Donc, oui. j'ai finalement pas souffert de mon célibat pendant la maladie. Oui, parce que très proche de ta famille. Et puis, j'ai eu des amis vraiment incroyables, quoi, qui ont été là, quoi. C'est précieux, hein. Donc là, t'as habité chez ta maman. Ouais, alors, ici, quand je suis ici, je me dis que t'as dû quand même. Ça devait être, c'est un bel endroit. Ouais, il y a pas mieux comme lieu de convalescence et de ressourcement, on va dire, de repos, de tout ce qu'on veut. Elle m'avait quand même, parce que là, on est dans le salon de maman, elle m'avait carrément installé une espèce de chambre dans le salon, en fait. Elle avait mis le canapé avec... il était là, je crois. On y est là, alors. Et, pour que tu sois tout à fait confortable. Et elle avait mis des trucs au bout du canapé pour que je puisse m'allonger, regarder la télé, dormir. Ah ouais, non, mais elle a géré comme un chef. Quoi, ouais. Un truc de fou. Merci, maman. Et ta maman travaillait pendant ce temps-là? Oui. Donc toi, tu étais seule la journée? Oui. Oh là là. Elle a énormément pris sur elle. En fait, je pense qu'elle a serré les dents pendant, on va dire, la première année, quoi, la plus dure année. Et puis, par contre, elle a craqué. Elle a complètement craqué après. Oui, il y a eu un petit passage à vide parce que, elle avait géré toute seule aussi. Puis, donc, avec enfant, le travail, avec voir son... Bon, j'ai pas d'enfant, mais je peux que imaginer que, oui, voir son enfant dans cet état-là, ça doit être dur. Chloé, je regarde le... Ça y est, c'est vraiment... trop. Non, mais c'est tellement passionnant. Et puis alors, maintenant, on va... En fait, je me demande bien si on va pas appeler ce podcast « Changement ». Parce que c'est vraiment... parce qu'il y a eu un changement de ville et de métier en plus, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler? Et je trouve ça intéressant que tu parles de ce bilan de compétences, parce que ça, c'est quand même une super idée aussi. Il y a plein de personnes qui se retrouvent finalement à la fin du cancer dans des métiers qui n'ont plus de sens. Qui n'ont plus de sens ou qui leur convient plus. Qui leur convient plus. Alors, tu peux juste nous parler, parce que toi, tu étais quand même prof de piano. Voilà, c'est ça. J'étais prof de piano en conservatoire, quoi. Je pensais que je ferais ça toute ma vie. J'adorais mon boulot. J'étais vraiment passionnée par la pédagogie, le lien avec les élèves. Sachant que mon prof d'instrument, on a vraiment un lien particulier parce qu'on a les enfants en individuel. Ah, c'est des enfants. T'avais pas des adultes? Très très peu, mais c'est beaucoup des enfants, quoi. Et ceux qui n'abandonnaient pas en cours de route, on les rencontre à 6-7 ans et puis ils finissent à 17-18 ans quand ils ont leur bac et génial, il y a une relation qui est magnifique, quoi. Donc ça me plaisait beaucoup. Il n'y a pas de métier parfait, hein. Donc il y avait quelques contraintes qu'il fallait accepter, mais voilà, ça me convenait très bien. Et puis, Covid, déjà. Confinement, tout ça. Je pense que ça a joué aussi. Et moi, j'ai enchaîné derrière avec l'arrêt maladie pour le cancer. Donc, je n'ai pas vu mes élèves un certain temps. Quand je suis revenue au travail, je me suis rendu compte que eux, ils avaient beaucoup changé. Et que moi, j'avais beaucoup changé aussi, en fait. Et c'est-à-dire que... il faut le faire pour s'en rendre compte. L'enseignement, c'est épuisant. Mais oui, c'est ça. Et donc toi, c'est une débauche d'énergie absolument incroyable. Et je me suis pris en pleine tronche que je pouvais plus faire ce métier-là parce que je n'y arrivais plus, en fait. Je perdais patience, je m'énervais. Avec des gamins qui avaient vachement changé. Qui, eux, avaient beaucoup changé aussi. Les parents aussi ont beaucoup changé. Et là, je me suis dit, mais je peux plus faire ce métier-là, c'est pas possible, quoi. Et est-ce que c'était une grosse déception pour toi? Grosse surprise. Je m'y attendais pas du tout. Puis j'étais complètement paumée parce que c'est quand même un domaine de compétences qui est très spécialisé. C'est ce que tu vas faire. Donc je me suis dit, ok, je suis bardée de diplômes, mais de piano. Alors qu'est-ce que je vais faire avec mes diplômes de piano? Donc complètement paumée. Et je me suis dit, faut faire un bilan de compétences, quoi. Faut que je vois. Qui m'a fait un bien fou d'ailleurs. Je le recommande à tout le monde de le faire parce que c'est vraiment. Alors j'ai fait ça tout près d'ici, à Marc-en-Barœul. Et c'est pas un organisme ou... C'est une nana qu'on m'a recommandée et que je recommande à tout le monde parce qu'elle est géniale. Elle s'appelle Marion de 16. Je sais pas si elle entendra ce podcast, mais... on lui enverra. Mais je lui fais un énorme coucou.
Mais donc là, c'est vraiment c'est plusieurs sessions, tu réponds à plein de questions, tu fais quoi, les profils de personnalité. Elle fait un vrai coaching, voilà. Oui. Il y a une première phase d'entretien où elle te fait parler aussi de ta vie personnelle, familiale. Elle va vraiment chercher loin les choses. Il y a toute une phase de test, MBTI et tous ces disque, le disque et je sais plus comment il s'appelle. Les tests de personnalité aussi, c'était. Oui. La personnalité rouge, bleue, jaune, voilà. Oui. Et puis bon, évidemment, c'est marrant, hein, mais bon, dans les tests, la créativité explosait le plafond. Oui. Donc ça, la communication, les rapports humains, enfin bon voilà, donc j'allais pas me transformer en expert comptable, hein, évidemment, mais ça a été passionnant à faire. Et puis ce qui a été très drôle en fait, c'est que bon, le temps, parce que comme cette personne elle est géniale, elle a pas de la place tout de suite. Donc une fois que je l'avais trouvée, j'ai dû attendre 2 mois, je crois, qu'on puisse commencer. Et en attendant, j'avais beaucoup parlé avec mes collègues. Et c'est eux qui m'ont trouvé la solution. C'est grâce à eux que j'ai trouvé le travail que j'ai aujourd'hui, en fait. C'est eux qui m'ont dit, mais tu devrais regarder dans les gros conservatoires, ils cherchent des gens qui sont musiciens ou danseurs ou dans le théâtre, qui connaissent le fonctionnement d'un conservatoire, qui connaissent le côté artistique, qui est vraiment très important. Bien sûr. Et ils cherchent des gens comme ça pour des postes de gestion, plus administratif, mais où on s'occupe en fait de l'artistique. Et c'est mes collègues qui m'ont dit, on te voit vachement sur un poste comme ça, faut absolument que c'est là que tu dois chercher. Et s'ils m'avaient pas dit ça, moi j'y aurais jamais pensé en fait. Et puis ça a été confirmé par le bilan. Ça a été confirmé par le bilan, mais ce qui est très drôle, c'est que du coup, j'ai commencé à regarder des annonces. La première annonce que j'ai vue, c'est le boulot que j'ai aujourd'hui. Je me revois, c'était pendant les vacances de Noël, j'étais en pyjama complètement déprimée sur mon ordi. Je vois ce truc, je lis l'annonce, je lis le déroulé du poste et je me dis waouh, ça a l'air super intéressant. Bon allez, j'envoie une candidature. Puis je me dis région parisienne, je connais personne là-bas, ça va finir à la poubelle, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Mais t'étais prête à changer de ville. Ah oui. Puis je me suis dit, t'es célibataire, t'as pas d'enfant. C'est génial, en fait. Tu peux aller où tu veux, n'importe où, pas de contraintes. Voilà, puis région parisienne, je me dis, c'est super, c'est pas trop loin. Tu peux revenir le week-end. Je peux revenir le week-end, je peux rester, parce que je reste au centre de Lille. Je n'ai pas changé de centre. Quand j'ai un rendez-vous là-bas, je fais l'aller-retour, je reviens à Lille. Mais ça veut dire quoi, je reste au centre de... pour mon suivi. Ton suivi médical, c'est ça que tu veux dire. Je veux pas changer. Je les adore tellement que j'ai pas envie de changer, j'ai trop peur d'être déçue. Après la première déception. Et donc j'ai envoyé cette candidature et puis après j'ai oublié en fait, ils m'ont rappelé 2-3 mois après pour un entretien, j'avais complètement oublié que j'avais envoyé le truc. Et t'étais en plein bilan de compétences à ce moment-là, quoi. En fait, non, parce que comme j'avais dû attendre, et quand j'ai su que j'étais prise, c'était au tout début du bilan. Mais et en fait, je suis arrivée, je me dis, en fait, j'ai déjà trouvé un boulot, mais je me suis dit, j'ai quand même envie de le faire, ce bilan. Mais c'est génial. Parce que déjà, ça m'intéresse. Ouais. Et puis, moi, j'aime bien aller au bout des choses. Donc, comme j'avais décidé que je le ferais, allez, on y va. Ouais, puis une meilleure connaissance de soi aussi. Voilà, je vais mieux me connaître. Je vois ça comme, je me suis dit, en fait, le cancer, ça fait une remise à plat niveau santé. L'oncopsychologue qui s'occupe de toutes les casseroles. Et puis je me suis dit, là, ça fait un peu comme une thérapie professionnelle, quoi, aussi. Où là aussi, je mets tout à plat, je revois tout. Et je me suis dit, je voudrais savoir quelles sont mes possibilités, en fait. Et puis, ce nouveau métier me plaît beaucoup. Hein. Là, ça fait un peu plus d'1 mois. Mais peut-être que dans 5 ans, j'en aurai marre, ou dans 3 ans. Et peut-être que là, du coup, je ferai autre chose qui aura été, discuté dans le bilan de compétences, quoi. Donc, voilà. Oh là là, Chloé, mais je pense qu'on a en fait, quasi... tout ça, c'est venu de, encore une fois, le cancer qui m'a vraiment obligée à prendre conscience que il y avait tellement de systèmes qui fonctionnaient plus, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? T'as le droit d'être heureuse. Juste, t'as le droit d'être heureuse, en fait. T'as le droit de dire, non, ce métier-là, il me convient plus. T'as le droit de dire, j'accepte pas qu'on me parle comme ça. T'as le droit de dire, j'ai trop mal, je veux autre chose. Voilà. Et tout ça, ça me fait sortir de ce que mon père m'a mis dans la tête pendant 15 ans. Mais l'origine, c'est ça, en fait. C'est ça. Mais je trouve que c'est une belle... oui, j'allais te demander comment tu veux conclure ce podcast, mais finalement, c'est ça, quoi. Il t'a sauvé, quoi. Voilà. Mon cancer m'a sauvé, en fait. C'est très bizarre, hein. C'est un petit peu tordu, on peut réellement le dire, quoi, parce que là, c'était vraiment pas bien, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et est-ce que même ta maman voyait aussi que t'allais droit dans le mur ? Oui.
on en a beaucoup parlé. Et elle m'a dit qu'elle voyait que j'allais pas bien du tout et elle savait pas quoi faire. Ouais. Je pense qu'elle osait pas m'en parler. Elle avait peut-être peur que je le prenne mal. Je l'aurais pas forcément mal pris, je ne sais pas. Il fallait vraiment casser. Mais il fallait que ça s'arrête, quoi. Il fallait et ça, pour le coup, le cancer, là, on n'a pas le choix. On est obligé de s'arrêter. Mais oui, et du coup, en fait, là, tu me disais tout à l'heure, mais pourtant tu ris, tu souris, on a du mal à t'imaginer n'allant pas bien. En fait, quelque part, j'ai l'impression que j'ai retrouvé ma nature. Quand j'étais petite, j'étais comme ça. Quand j'étais petite, je riais, je parlais à tout le monde. Mais t'avais perdu toute ton insouciance. Et puis voilà. Et puis après, à force de me casser comme ça, à partir de l'âge de 8-9 ans, je me suis complètement fermée. Quoi, oui. Et voilà. Et maintenant, j'ai l'impression de me retrouver comme quand j'étais petite. C'est magnifique. Et t'as plus de contact avec ton père, évidemment. Ah non. Ah non. Et tu sais même pas où il est, quoi. Si, je sais où il est, aux dernières nouvelles, mais voilà, je sais très bien, je me doute qu'il a dû savoir ce qui m'est arrivé, il a même pas cherché à prendre de mes nouvelles, mais c'est très bien, en fait. Oui. C'est très bien. Ça démontre que même ça, pour lui, c'est pas aussi important que son mal-être à lui, donc bon. Et puis, j'avais pas envie, en fait, qu'il me contacte. Oui. D'ailleurs, c'est très drôle, la première nuit après le diagnostic, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé de mon père. Et ça a été une alerte pour moi. Et j'ai rêvé que j'étais à l'hôpital en train de mourir et qu'il faisait un scandale pour venir me voir dans ma chambre et que j'hurlais « Ne le laissez pas rentrer !» C'est dingue. Et voilà, tout l'inconscient, donc, quoi. Ouais. Tu vois, la connexion que ma tête a faite dès le 13 novembre au soir, quoi. La première nuit, j'ai fait ce cauchemar. Et donc, je l'ai raconté à l'oncopsie. Elle m'a dit « Bon, là, clairement, il va falloir qu'on s'occupe de ce problème. » Oh là là, Chloé. Écoute, attends, je regarde ici le... Alors, 3h46. 57 minutes, on est dans le timing que je voulais. Je commence à avoir faim, on va aller déjeuner. Oui, on va aller déjeuner, voilà. Avec ta maman. Vraiment, merci tout cœur. Oui, merci à toi. Mais je trouve que c'était un podcast qui donne, qui est plein d'espoir, en fait. Et tous ces changements, et il y a une renaissance, quoi. Oui. Alors, tiens... tout dernier petit mot. Faut que j'arrive à le raconter sans pleurer. Ça va être dur. Je vais essayer. Mais tu peux. Tu sais, il y a beaucoup de pleurs pendant le podcast. Il y a dans le cadre de mon nouveau boulot, donc je suis responsable pédagogique et artistique. Voilà comment ça s'appelle, au conservatoire de Châtenay-Malabry. Et il y a donc à chaque fois qu'il y a un parent qui a une question particulière, un problème ou quelque chose, c'est moi qui viens voir en fait. Okay. Et il y a une dame qui débarque dans mon bureau là il y a 2-3 semaines, je sais plus. Au tout début de ton boulot. Au tout début. Oui. Et puis qui me dit, voilà, je viens vous voir pour vous demander une dispense du cours de solfège, je crois, ou de chorale, je sais plus, pour mon fils. Je dis, ah bon donc voilà. Et puis elle me dit, bah oui, il est en chimiothérapie. Oh mon Dieu. Petit bout de 8-9 ans. Oh. Et elle me dit, il veut absolument continuer la musique, mais il est tellement fatigué. Et puis, il est immunodéprimé, donc elle dit je veux pas trop qu'il aille au cours où il y a du monde, en fait. Oui. Donc, il pourrait continuer son cours d'instrument tout seul avec le prof. Le cours où ils sont 45, voilà, trop dangereux pour lui. Et je pense qu'elle s'attendait à ce que je lui réponde mais enfin, le solfège est obligatoire, nanana. Voilà, et puis je lui dis évidemment que oui. Et elle a eu l'air très surprise. Et je lui dis il se trouve que je sais ce que c'est. Oh. Voilà, je lui dis, moi, il y a 3 ans, j'étais en chimio. Donc, et là, elle a eu les larmes aux yeux. Et elle m'a dit, mais vous pouvez pas imaginer l'espoir que vous me redonnez quand je vous vois comme ça, toute pimpante, remplie d'énergie, qui rigole. Parce que je pense qu'elle faisait la queue avant, donc elle a dû m'entendre rire avec je sais pas qui. Et elle me dit, waouh, ça redonne espoir. Et donc, je lui ai dit, mais oui, ne perdez pas espoir. Il faut, voilà, accrochez-vous. Mais j'ai réussi à le dire sans pleurer. Je suis contente. Ouais, c'est moi qui suis émue, tu vois. Une magnifique rencontre. Quoi. Ouais. Et donc, ce petit garçon peut continuer en fait avec un. Oui, évidemment que j'ai dit oui. On va pas le. Voilà. Oh. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'était pas passé par là aurait pu être assez bête pour dire un truc du genre, non. J'espère que non, en fait, mais. Ouais. Je pense qu'il y en a, malheureusement. Belle conclusion de podcast. Merci Chloé. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles,
comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.